Notre ordre du jour se poursuit avec la présentation par nos collègues Cédric Roussel et Régis Juanico de leur rapport d'évaluation de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Cette évaluation avait été décidée par le bureau de notre commission en octobre dernier, en application du 3e alinéa de l'article 145-7 du règlement, qui prévoit qu'à l'issue d'un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur d'une loi, je cite 2 députés dont l'un appartient à un groupe d'opposition, présente à la commission compétente un rapport d'évaluation sur l'impact de cette loi. Ce rapport fait notamment état des conséquences de la loi ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la dite loi. Le projet de rapport de nos collègues Roussel et Juanico a été adressé lundi après-midi, témoigne du travail approfondi qu'ils ont mené sur ce texte d'origine parlementaire, qui comporte des dispositions très diverses et souvent assez techniques. Vous me contredirez si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous donne tout de suite la parole. Pour vous présenter votre évaluation de la loi, ses conséquences, les difficultés de son application, parce que c'est quand même cela qui nous intéresse aussi, et éventuellement vos propositions pour aller plus loin. Je vois que vous avez mis le chronomètre, Monsieur Juanico, c'est parti. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Notre rapport d'évaluation avec Cédric Roussel porte sur la loi du 1er mars 2017, qui vise à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel, mais aussi à améliorer la compétitivité des clubs. Ce texte trouve son origine dans la proposition de loi déposée au Sénat par les sénateurs Dominique Bailly et Didier Guillaume, ainsi que par les membres du groupe socialiste et républicain. Son examen a suscité beaucoup d'attentes. Il s'agissait notamment de traduire en actes les préconisations de la grande conférence sur le sport professionnel français, qui a été organisée entre octobre 2015 et avril 2016. Notre rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi du 1er mars 2017 nous conduit à établir un bilan en demi-teinte. À n'en pas douter, la loi Braillard comporte des avancées significatives sur le terrain de l'éthique. Elle approfondit et complète des dispositifs que le législateur a établis voici plusieurs années, par exemple dans le cadre de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. En revanche, la loi Braillard ne propose pas d'outils qui, en l'état, permettent fondamentalement de remédier au déficit de compétitivité économique dont souffre le sport professionnel français face à la concurrence internationale. Ce sont ces constats qui fondent les 27 propositions contenues dans le présent rapport. En premier lieu, nous ne pouvons que constater qu'une appropriation inégale, tardive et surtout insuffisante des obligations et droits conférés par la loi pour l'éthique du sport se sont appliqués au mouvement sportif. En conséquence, notre première proposition consiste à confier au ministère des Sports la responsabilité de contrôler la mise en place par les fédérations délégataires d'une charte et d'un comité d'éthique et de déontologie. Au terme de l'article 1er de la loi du 1er mars 2017, les fédérations délégataires avaient jusqu'au 31 décembre 2017 pour se conformer à cette obligation. Pourtant, il ressort des dernières statistiques fournies par le ministère des Sports que la loi demeure inappliquée pour une part non négligeable de ces fédérations, 20% des fédérations délégataires qui ne sont pas aujourd'hui dans la conformité à leurs obligations. 62 des 75 fédérations délégataires avaient établi une charte au début du mois de juillet 2020, et un constat assez similaire prévaut s'agissant de la mise en place des comités d'éthique. Quelles que soient les raisons invoquées, ces délais ne sont pas admissibles. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la manière dont le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, peut veiller au respect de la déontologie du sport définie dans sa charte. C'est la raison pour laquelle nous pensons plus pertinent que le ministère des Sports s'assure lui-même de la mise en place des chartes et des comités d'éthique et de déontologie. Dans un même souci d'efficacité, notre seconde proposition prévoit la mise en place d'une échelle graduée de sanctions à l'encontre des fédérations qui ne seraient pas en conformité avec la loi. Cette échelle de sanctions pourrait aller jusqu'au retrait de délégation. Les propositions 3 à 7 procèdent de la conviction que les exigences éthiques affirmées par la loi Braillard ne sauraient être satisfaites si les acteurs du mouvement sportif ne donnent pas de contenu aux procédures qu'elle prévoit. Nos travaux établissent en effet que l'éthique est une affaire de culture, de pédagogie et de moyens. En vertu de la loi du 1er mars 2017,
les responsables du mouvement sportif doivent établir et transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt dans les 2 mois qui suivent leur entrée en fonction à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces obligations déclaratives concernent les présidents de fédérations sportives délégataires, les présidents de ligues professionnelles, les présidents des comités olympiques et paralympiques, ainsi qu'aux présidents et directeurs généraux, aux responsables de la haute performance de l'Agence nationale du sport. Les éléments transmis par la Haute Autorité attestent que le dispositif fonctionne. Au 10 juillet 2020, seul un dirigeant n'avait pas déposé les déclarations exigées des responsables des fédérations sportives, ce qui est déjà un dirigeant de trop. Sur la base de cet acquis, nous proposons que les membres des DNCG, les directions nationales de contrôle de gestion, soient également soumis aux obligations déclaratives et aux procédures prévues par l'article 11 de la loi sur la transparence de la vie publique. C'est notre proposition numéro 4. La proposition numéro 5 entend conforter le contrôle des obligations d'honorabilité pesant sur les personnes qui assument des fonctions d'encadrement auprès des sportifs. La lutte contre les violences dans le sport demeure aujourd'hui une préoccupation majeure et vous le savez, c'est aussi une priorité politique du ministère des Sports. D'après le bilan rendu public par le ministère des Sports au 1er juin 2020, 177 agresseurs présumés ont été identifiés. On dénombre près de 90 procédures judiciaires en cours concernant ces affaires et 16 personnes sont actuellement incarcérées. Parmi les victimes, 98% sont des mineurs. La loi Braillard a substantiellement renforcé le dispositif légal en vigueur depuis 2006. Pour ce faire, elle a actualisé la liste des crimes et délits dont la condamnation entraîne l'incapacité d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive, ainsi que d'entraîner ses pratiquants. Toutefois, notre évaluation porte à conclure que la sévérité accrue qu'elle manifeste ne peut s'appliquer sans contrôle effectif et donc sans moyens opérationnels. Aussi, en premier lieu, nous préconisons d'habiliter les fédérations sportives délégataires et leurs échelons déconcentrés à procéder au croisement de fichiers susceptibles de permettre l'identification de personnes auteurs d'infractions constitutives d'incapacité pour l'encadrement des sportifs. Au plan législatif, nous entendons aussi favoriser une généralisation des procédures mises en place par la Fédération française de football dans le cadre d'une expérimentation menée jusqu'en avril 2020 par la Ligue régionale de football du Centre Val-de-Loire. En second lieu, nous prenons l'organisation d'un contrôle systématique de l'honorabilité des dirigeants, des fédérations sportives, des bénévoles, des arbitres et des titulaires du brevet national de sécurité de sauvetage aquatique. En l'état du droit, les contrôles organisés par les dispositions réglementaires du Code du sport visent pour l'essentiel les éducateurs et les enseignants sportifs dès lors qu'ils exercent dans le cadre des procédures préalables à la délivrance de leur carte professionnelle. Ce sont donc des professionnels. En revanche, les personnes susceptibles de remplir les fonctions similaires à titre bénévole... Chers collègues, je vous en prie, s'il vous plaît, veuillons écouter les deux rapporteurs. Merci beaucoup. En revanche, les personnes susceptibles de remplir des fonctions similaires à titre bénévole ne font pas l'objet de telles mesures. Aussi, nous privilégions une convergence des obligations d'honorabilité que doit remplir toute personne susceptible d'entrer en contact avec des jeunes sportifs. En dernier lieu, nous recommandons un renforcement des moyens humains de la direction des sports, ainsi que des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et au sport, les DRAGES, pour que l'instruction des enquêtes relatives aux obligations d'honorabilité puisse être mise en pratique, puisque ce sont des tâches chronophages. Dès lors, il ne servirait à rien que le législateur édicte de nouvelles obligations si les services centraux et déconcentrés de l'État se trouvaient dans la capacité de mener ces contrôles nécessaires. Par ailleurs, afin de donner à l'action de l'État contre les violences dans le sport de nouvelles perspectives, de nouveaux relais, nous avançons 2 mesures. D'une part, c'est la proposition numéro 7, nous plaidons en faveur d'un élargissement à la lutte et à la prévention des faits de bizutage et de harcèlement du champ des missions confiées à la déléguée interministérielle chargée de la lutte contre les violences dans le sport. D'autre part, nous jugeons utile que soient institués au sein de chaque fédération délégataire des référents éthiques chargés d'évaluer les procédures et les dispositifs relatifs à la prévention des violences. La seconde catégorie de problèmes identifiés dans le cadre de nos travaux porte au sens large sur ce qu'on pourrait appeler la régulation éthique de l'économie du sport. En premier lieu, nous estimons que dans le cadre de la loi du 1er mars 2017,
les instruments de prévention et de répression des manipulations sportives sont perfectibles. Ce jugement ne remet nullement en cause l'intérêt d'étendre la compétence des fédérations délégataires à la lutte contre la fraude technologique. De même, nous jugeons tout à fait opportun le renforcement des pouvoirs de l'ex-Argel, devenue aujourd'hui l'Autorité nationale des jeux. Sur le fondement de la loi du 12 mai 2010, l'autorité se voit reconnaître un pouvoir de police administratif relativement étendu. Elle peut interdire en tout et partie un pari sur une compétition ou manifestation sportive inscrite sous réserve de l'existence d'indices graves et concordants de manipulation. Cela étant, notre rapport met également en exergue les limites de cette régulation, ainsi que la nécessité d'une consolidation des instruments que possède désormais l'Autorité nationale des jeux. S'agissant plus spécifiquement de l'interdiction des paris pour les sportifs, notre évaluation pousse à livrer un diagnostic assez analogue. En conséquence des modifications apportées par la loi Braillard, les sportifs ne peuvent plus parier ou formuler des pronostics sur l'ensemble des compétitions de la discipline qu'ils pratiquent en tant que licenciés. L'interdiction vaut également pour un certain nombre de catégories énumérées par décret, à l'exemple des dirigeants, salariés et membres des fédérations sportives et des ligues professionnelles. Les éléments que nous avons pu recueillir donnent à penser que cette restriction est relativement bien assimilée dans le mouvement sportif grâce aux actions de sensibilisation menées par les fédérations délégataires et l'ex-Argel. Néanmoins, il importe de maintenir une certaine vigilance pour plusieurs raisons. D'une part, à cause de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, certaines disciplines sportives subissent une fragilisation de leurs économies, ce qui crée la tentation de paris aux marges de la légalité sur les sites d'offres illégales. D'autre part, le contrôle des paris sportifs souffre de faiblesses intrinsèques assez identifiées. Elle résulte notamment de l'inégale propension des fédérations délégataires à réaliser des croisements de fichiers ainsi que de l'impossibilité pratique de surmonter l'obstacle de l'anonymat des paris réalisés dans les points de vente physiques. Enfin, et surtout, l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication tend à démultiplier, en marge du cadre légal, sinon les objets, du moins les possibilités de paris. C'est tout le problème posé par ce qu'on appelle le court-sighting. Cette pratique de court-sighting consiste en la transmission de données, de scores en temps réel, par un spectateur présent dans l'enceinte du stade et placé sur le bord du court de tennis, appelé courtsider, à un complice situé à l'extérieur du stade afin que ce dernier engage des mises sur des sites de paris sportifs français ou à l'étranger. Le droit applicable appréhende mal aujourd'hui ce phénomène et les organisateurs de manifestations sportives, comme le tournoi de Roland-Garros, s'efforcent toutefois d'écarter cette présence des courtsiders. Du reste, on notera qu'en Australie, la pratique fait l'objet d'une incrimination pénale. Pour notre part, au regard des spéculations lucratives et des contournements de la législation sur les paris sportifs, auxquels le courtsiding peut donner lieu, nous pensons qu'il convient d'en réprimer la pratique. Nous soutenons aussi l'idée qu'il convient d'étayer, de renforcer le fonctionnement des DNCG. La loi du 1er mars 2017 a accru sensiblement leurs compétences, en élargissant le champ de leur attribution à 2 nouvelles matières. Premièrement, le contrôle et l'évaluation des projets d'achat de clubs, mais aussi la cession et le changement d'actionnaire des sociétés sportives. Deuxièmement, la loi a confié au DNCG le contrôle de l'activité financière des agents sportifs. Dans l'ensemble, les DNCG jouent un rôle reconnu et conforme aux missions de la loi du 1er mars 2017. Pour autant, il nous faut veiller à ce que les organismes reçoivent les ressources humaines et matérielles correspondant à leur mission, et c'est tout le sens de la proposition numéro 12. Je passe maintenant la parole à mon collègue Cédric Roussel pour la suite du rapport. Merci de me libérer de mon masque. Merci, monsieur le co-rapporteur. Merci, Régis Juanico. On va poursuivre effectivement sur la régulation et sur des propositions non complémentaires. Notamment, notre rapport donc, souligne l'importance des obstacles, ça a été dit, auxquels se heurte encore aujourd'hui l'encadrement de l'activité des agents sportifs. Donc en réalité, la loi du 1er mars n'a apporté au droit français que des aménagements qu'on peut considérer comme circonscrits. D'une part, le texte habilite les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, déjà autorisés à exercer la profession d'agent sportif dans leur État, à intervenir donc ponctuellement en France sous réserve de la signature d'une convention avec un agent sportif établi sur notre territoire national. D'autre part, le législateur a confié au DNCG le soin de contrôler au plan financier l'activité des agents sportifs. Ainsi que le confirment nos travaux, la régulation des agents demeure assez largement inopérante.
En théorie, l'accès à la profession fait l'objet d'une réglementation pourtant stricte. Il suppose en particulier l'obtention d'une licence délivrée par les fédérations sportives ou la possession de titres ou de qualifications pour les ressortissants européens et étrangers. Mais en réalité, ces contrôles demeurent restreints. D'après nos travaux, 6 agents ont fait l'objet de procédures de la part de la Fédération française de football dans une période récente. La réglementation produit d'autant moins d'effets que seuls sont visés les agents qui déclarent leur activité dans les formes. Donc il en résulte que selon l'estimation empirique qui nous a été fournie, seuls 20 à 25% des agents sportifs satisferaient aux obligations fixées par la loi. En outre, il s'avère que la mise en relation des agents sportifs, des sportifs et des clubs n'est souvent pas le seul apanage des agents sportifs en titre. Les sportifs s'en remettent parfois à des intermédiaires, l'entourage, qui, sans toujours se prévaloir formellement de la qualité d'agent sportif, prétendent assurer les mêmes prestations en dehors de tout cadre légal. Aussi, en dehors de l'objectif d'un renforcement des contrôles, qui fait l'objet de notre proposition numéro 13, 2 pistes pourraient être explorées. La première piste consiste à instituer pour chaque discipline sportive une chambre de compensation. Proposition numéro 14 que nous faisons dans notre rapport. Sous des modalités à définir, il incomberait en effet à ces organismes de garantir la traçabilité et la régularité des commissions perçues par les agents sportifs au titre de la mise en relation d'un sportif et d'un club. La seconde piste réside dans la proposition numéro 15. Il faut envisager une incrimination nouvelle tendant à sanctionner les sportifs ou les clubs qui recourent en toute connaissance de cause aux prestations d'une personne ne possédant pas la qualité d'agent sportif. Elle pourrait donner lieu à l'établissement d'une amende dont le montant équivaudrait au double des sommes indûment perçues par une telle personne. Nous formulons cette préconisation sous toute réserve, néanmoins. En effet, les pouvoirs publics ne sauraient méconnaître un problème fondamental pour la régulation du sport, des agents sportifs en particulier, et donc en général, le sport français. Je veux parler du désavantage comparatif ou des distorsions de concurrence au niveau des pays européens et à l'international également, qui peuvent naître des écarts de normes juridiques. Ces considérations nous amènent très naturellement au problème fondamental auquel la loi Braillard ne répond qu'imparfaitement, à savoir le manque de compétitivité. Je ne vais pas m'appesantir ici sur l'usage du numéro d'affiliation que l'association sportive peut consentir à la société sportive qu'elle crée. Avec la convention prévue par l'article L122-14 du Code du sport, cette disposition paraît bien offrir une stabilité attendue des clubs et surtout des investisseurs. Mais par la proposition numéro 17, nous rappelons seulement la nécessité de prendre le décret en Conseil d'État dont dépend la mise en œuvre de la loi du 1er mars 2017, s'agissant des conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive. Je vous renvoie également au développement relatif à l'extension de la garantie d'emprunt que les collectivités territoriales peuvent consentir en vue de la rénovation, de l'aménagement ou de la réalisation de nouveaux équipements sportifs. Nous estimons qu'il s'agit d'un outil intéressant, mais que sa mise en œuvre demeure encore trop limitée et suppose un véritable accompagnement. C'est dans cette optique que nous appelons à la nomination d'un référent sport au sein de la Banque publique d'investissement, la BPI. Nous plaidons également en faveur d'une mobilisation de ces financements afin de soutenir les activités et les collectivités territoriales, les fédérations et les associations et sociétés sportives désireuses d'investir dans des équipements. En dernier lieu, nous soulignons le besoin d'actualiser le régime juridique qui encadre le subventionnement des associations et sociétés sportives. En revanche, il convient de mettre l'accent sur le contrat d'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix des sportifs et des entraîneurs professionnels. En effet, dans notre rapport, nous parlons d'une occasion manquée, car à ce jour, le recours au dispositif prévu à l'article 17 demeure très confidentiel. Les seuls contrats recensés concernent quelques joueurs et entraîneurs professionnels de rugby. Les faits ainsi couverts portent sur 57 professionnels, à savoir 53 joueurs, 49 en top 14 et 4 en Pro D2, et 4 entraîneurs. Les contrats représenteraient un montant global de redevances équivalent de 3 millions d'euros. Oui. Pourtant, le contrat d'exploitation commerciale visait à répondre à une demande.
la création d'un mécanisme permettant de tirer des ressources, de l'audience et de la visibilité médiatique dont peuvent jouir certains sportifs et des entraîneurs professionnels. Dans le cadre fixé par la loi du 1er mars 2017, le contrat permet le versement en effet d'une redevance en fonction des recettes générées au titre de l'exploitation de l'image, du nom ou de la voix. Celle-ci constitue une rémunération accessoire au contrat de travail. En conséquence, elle ne constitue pas un salaire ou une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. En ce sens, elle est donc exemptée de cotisations sociales dues sur les éléments de rémunération salariée. Ainsi que le montrent nos travaux, le recours au contrat d'exploitation commerciale demeure tributaire de la qualité du dialogue social au sein des clubs, ainsi que des caractéristiques économiques, même des disciplines sportives, et de son adaptation aux usages des professionnels. Au-delà, nous pensons que fondamentalement, la loi du 1er mars 2017 pâtit des freins et des inhibitions qui résultent d'une aversion au risque face à un instrument nouveau. Devant la mission, beaucoup d'acteurs du mouvement sportif ont invoqué le souvenir de redressement subi dans la mise en œuvre du dispositif du droit collectif à l'image à la suite de contrôles URSSAF. Et il semble exister des questionnements récurrents quant aux règles du droit fiscal et du droit social. De notre point de vue, le décret du 1er août 2018 et l'instruction interministérielle du 2 juillet 2019 peuvent en l'état fournir un certain nombre de réponses. Mais il ressort de leur lecture, autant que des éléments portés à notre connaissance, que le droit commun peut s'appliquer assez largement. Nous n'écartons pas néanmoins la nécessité d'un certain nombre de précisions afin de lever les freins et les inhibitions. C'est pourquoi, dans le cadre de notre proposition 18, nous envisageons 2 mesures. D'une part, il faut préciser l'instruction interministérielle du 2 juillet 2019 en ce qui concerne les modalités de répartition du produit de la redevance, son traitement fiscal, ainsi que les critères relatifs à l'établissement des prévisions de recettes donnant lieu à redevance. D'autre part, nous pensons qu'il conviendrait de donner instruction aux URSSAF afin qu'elles examinent les contrats conclus avec bienveillance pendant une période déterminée. Dans notre esprit, cette démarche de sécurisation ne rend pas moins nécessaire une évaluation des dispositifs sociaux et fiscaux déjà en vigueur et qui peuvent contribuer à atténuer le désavantage comparatif dont nous parlions et dont pâtissent les clubs nationaux. Je pense ici au régime d'impatriation fondé sur l'article 155B du Code général des impôts qui pourrait connaître d'autres développements. Nous ne saurions conclure notre exposé sans parler des enjeux du sport féminin, aujourd'hui si fragilisé par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Pour son développement et sa promotion, le législateur avait adopté dans le cadre de la loi Braillard plusieurs mesures parmi lesquelles l'institution de la conférence permanente du sport féminin. Cette instance consultative compte 30 membres et est présidée par la ministre des Sports. Les signalements portés à la connaissance de la mission invitent aujourd'hui à s'interroger sur son fonctionnement et sur son activité. De fait, le rapport que la conférence permanente du sport féminin établie n'a été réunie en formation plénière qu'à 3 reprises. En outre, tout donne à penser que le fonctionnement des instances de réflexion thématique formées au lendemain de son installation est intermittent. Dès lors, la capacité de la conférence permanente à servir d'inspirateur et véritablement d'aiguillon pour l'action de l'État et des instances sportives reste encore à démontrer. C'est la raison pour laquelle nous défendons 2 propositions. La première porte sur la création au sein de la conférence permanente du sport féminin d'une fonction de vice-présidente. Chargée de quoi? De la direction effective, mais surtout de l'animation de ces travaux. C'est l'objet de la proposition numéro 21. La seconde proposition tend à habiliter cette instance consultative à rendre compte de ses travaux devant le Parlement et à être saisie par lui pour toute question entrant dans le champ de ses compétences. Au-delà, la nécessité de soutenir le développement et la promotion du sport féminin appelle des mesures qui dépassent le strict cadre de la loi Braillard. Je pense ici à l'idée de confier à l'Agence nationale du sport, l'ANS, le contrôle de la bonne application des engagements pris par les fédérations sportives en vertu des plans de féminisation avec la possibilité d'appliquer un malus financier. Nous l'avons écrit alors que la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 révèle ses impasses et ses fragilités au plan économique et que les attentes et les perceptions de la société évoluent, le sport français doit se renouveler. Il importe de renforcer la compétitivité des clubs, particulièrement frappés par la crise, et d'imaginer un sport d'après, plus éthique,
plus résilient, plus durable et surtout plus en phase avec les attentes citoyennes. Cette nécessité vitale suppose en premier lieu de reconsidérer les formes de gouvernance des acteurs du mouvement sportif en diversifiant le statut de l'association loi 1901 avec l'adoption de formes nouvelles de sociétés telles que les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC, ou des sociétés publiques locales, les SPL. Dans ce contexte, la loi du 1er mars 2017 doit être considérée comme un socle sur la phase duquel peuvent être envisagées de nouvelles étapes pour la réalisation de ces 3 objectifs fondamentaux. C'est la raison pour laquelle Régis Juanico et moi-même partageons la même conviction que cette loi du 1er mars 2017 doit être prolongée à l'occasion d'un acte 2, dans le cadre notamment du futur texte de la loi Sport et Société. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Je vois que vous avez déjà pris rendez-vous pour la suite. Bientôt, bientôt, monsieur Juanico. Bien, monsieur Sor. Oui, monsieur Roussel. Voilà, donc, merci, monsieur le président, messieurs les rapporteurs. Je tenais tout d'abord à vous féliciter tous les deux pour votre travail approfondi. Vous avez en effet mené de très nombreuses auditions dans le cadre de l'évaluation de cette loi qui vise à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Ce texte, adopté le 1er mars 2017, avait de belles ambitions pour le sport professionnel. Évaluée aujourd'hui, elle a entre autres instauré des chartes d'éthique et de déontologie pour les fédérations sportives et interdit les acteurs de compétitions sportives de parier sur les compétitions de leur discipline. Elle soumet les présidents de fédérations sportives, de ligues professionnelles, du Comité national olympique et sportif français à une déclaration de leur patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle permet également aux collectivités et à leurs groupements d'accorder leurs garanties aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation, de la rénovation d'équipements sportifs pour des associations ou des sociétés sportives. J'aimerais d'ailleurs avoir plus de détails sur votre proposition numéro 19 et la mise en œuvre de la promotion de ces garanties d'emprunt qui pourraient s'avérer très utiles effectivement pour les collectivités locales. Cette loi a également créé une conférence permanente du sport féminin, vous l'avez dit, insuffisamment réunie, le versement d'une redevance aux sportifs et aux entraîneurs pour l'utilisation commerciale de leur image et a également renforcé la lutte contre le piratage des contenus sportifs en ligne. Cependant, malgré les nombreux dispositifs mis en œuvre, vous faites savoir dans votre rapport que les ambitions souhaitées par cette loi sont à nuancer quant à son impact sur le monde sportif professionnel. Selon vos termes, elle apporte des approfondissements indéniablement utiles sur le plan de l'éthique, mais elle ne produit pas actuellement tous les effets attendus face à des problèmes structurels de compétitivité. Pour conclure, des avancées certaines en termes de transparence et d'éthique sont à saluer et des efforts structurels sont à poursuivre. Vous appelez, vous l'avez dit de vos vœux, une future loi sport et société que nous souhaitons d'ailleurs, je pense, tous ici, et qui donc pourra s'appuyer sur vos 27 propositions aujourd'hui formulées. Merci, monsieur Minot. Merci, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. En guise d'introduction, qu'il me soit permis de rappeler l'attachement du groupe Les Républicains à notre mission collective de contrôle et d'évaluation de la loi comme celle qui a été menée et qui nous occupe ce matin. La loi du 1er mars 2017, adoptée au crépuscule de la mandature précédente, a pu compter sur le soutien de notre groupe. En effet, elle se veut une réponse à la grande fragilité financière du sport professionnel français et à la nécessité d'encadrer le sport business après les scandales de dopage et du Football Leaks qui avaient révélé un dispositif d'évasion fiscale à grande échelle. Elle avait pour ambition non pas de résoudre tous les défis du sport moderne, mais bien de remettre au centre du jeu l'éthique et de rappeler que le sport est un langage universel avec le goût de l'effort, la capacité et le dépassement de soi, le respect de l'adversaire et des règles. La création d'une charte d'éthique et l'application aux dirigeants sportifs des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, le contrôle des flux financiers du sport professionnel et de l'activité des agents sportifs, vous en avez parlé, le développement et la promotion du sport féminin également, ont constitué des avancées notables grâce à un travail parlementaire de fond dont nous partageons bien évidemment pleinement les objectifs. 3 ans plus tard, l'évaluation prend tout son sens et je tiens à saluer ce qui a été accompli par les rapporteurs.
Comme vous le soulignez, le bilan peut paraître en demi-teinte, car si la loi du 1er mars 2017 apporte des approfondissements indéniablement utiles sur le plan de l'éthique, elle ne produit pas encore tous les effets attendus face à des problèmes structurels de compétitivité. Attaché au maillage sportif territorial, à l'heure où les associations connaissent des difficultés financières sans précédent, résultat d'une politique actuellement menée, un point particulier a retenu mon attention, celui de l'extension de la garantie des collectivités territoriales aux emprunts souscrits pour le financement de travaux portant sur les équipements sportifs prévus à l'article 18, encore trop peu utilisé. Alors, vous proposez de renforcer la promotion de ce dispositif. Pouvez-vous nous dire sous quelle forme? Je vous remercie. Merci. Madame Mette. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, messieurs les rapporteurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour le rapport que vous nous avez présenté, porté à notre connaissance, et vos propositions sont fondées pour prolonger la loi du 1er mars 2017 en faveur de ce futur acte 2 pour une loi sport et société. Je souhaite vous interroger sur un point que je connais bien en tant que rapporteur sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l'ère numérique, plus précisément sur le dernier point de votre rapport que je souhaite aborder concernant, je cite, la nécessaire relance de la coopération dans la lutte contre le piratage. Le piratage des contenus sportifs en ligne est un fléau pour l'ensemble des acteurs français des milieux sportifs retransmis et même au-delà. Avec l'essor et la généralisation des technologies, ce phénomène prend une ampleur inquiétante et nous sommes tous d'accord ici pour l'enrayer. Lors de l'étude en commission du projet de loi portant sur l'audiovisuel, décision avait été prise de bloquer et de déréférencer les sites contrefaisants dans l'espoir de préserver les droits de télédiffusion des manifestations sportives et indirectement de sauvegarder les ressources dont a tant besoin le sport amateur. Le dispositif que nous avons proposé est une avancée. Il suppose toutefois l'existence de 2 décisions de justice éloignées de 2 mois dans le temps, et les nombreuses auditions que nous avons conduites ont pu nous laisser penser que cette modalité n'était pas de nature à protéger suffisamment les événements sportifs de courte durée, qui durent entre 2 semaines et 1 mois. Compte tenu de l'expertise qui est la vôtre, après l'étude du sujet sur cette loi, je souhaite recueillir votre avis sur la création d'une ordonnance unique capable d'être actualisée rapidement et ainsi de lutter efficacement contre la consommation en ligne de contenus sportifs illicites sur des sites de contournement. Ce constat vaudrait particulièrement, je le répète, pour les compétitions de courte durée. Messieurs le rapporteur, quel est votre avis sur ce point? Je vous remercie. Merci, Madame Mette. Madame Victory. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de féliciter très sincèrement nos 2 collègues pour ce rapport particulièrement fouillé, documenté, riche de propositions cohérentes et argumentées en matière d'éthique du sport. Vous avez même su convaincre une députée qui n'est ni une pratiquante ni une spécialiste du domaine sportif de la justesse de vos préconisations, et ce n'était pas rien. Votre rapport embrasse, je crois, toutes les questions essentielles autour de la place de l'éthique dans le milieu du sport, du rôle de la législation, de l'exigence qu'elle doit porter pour être efficace et lisible et permettre au quotidien une application dans nos territoires, une application de mesures ambitieuses, que ce soit dans les pratiques sportives et la notion d'exemplarité, la lutte contre la violence, dont le harcèlement et le bizutage, le contrôle des flux financiers, les enjeux de compétitivité, le développement de la gestion des équipements sportifs au niveau des collectivités. Votre rapport incite à adapter encore mieux les objectifs de la loi Braillard, plus que jamais d'actualité, et à identifier les freins à une évolution plus transparente et à progresser dans tous ces domaines. Je prendrai donc simplement l'exemple de la question du développement du sport féminin et de sa promotion. Vous le montrez dans votre travail, c'est un terrain qui démontre une potentialité énorme et où fleurissent de nombreuses initiatives. Pourtant, à l'évidence, le sport féminin peine à acquérir la visibilité qui devrait être la sienne, que ce soit en matière de partage des responsabilités de mixité, de la place des médias, de la promotion du sport féminin, les progrès sont encore trop faibles. Aussi, ma question porte sur la conférence permanente du sport féminin, dont les objectifs ne semblent pas atteints. Est-ce que l'activité de cette structure, est-ce que c'est cette activité qui est en cause, son fonctionnement, son manque de lisibilité? Et pouvez-vous revenir sur les mesures les plus urgentes à vos yeux qui permettraient de faire de cette structure un véritable outil de développement et un instrument de contrôle des dispositifs des politiques publiques? Je vous remercie. Merci, Madame Victory. Madame Thiel. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier nos 2 intervenants pour leur rapport riche et complet. Ma question porte sur l'utilisation du sport comme outil de soft power pour certains pays. C'est un sujet où se mêlent justement les questions d'éthique, de régulation et de transparence.
Pour prendre l'exemple le plus parlant, le football, une bonne partie des propriétaires de grands clubs en Europe sont des acteurs étrangers aux championnats dans lesquels ils ont investi. Grands dirigeants de sociétés, millionnaires ou milliardaires et États chinois, qataris, émiratis, américains, russes, britanniques. Par exemple, l'Émirat du Qatar utilise le sport et le football comme une arme du soft power afin de consacrer son influence planétaire. Après le rachat du Paris Saint-Germain en 2011 et les investissements successifs dans le club de la capitale française pour évoluer au niveau européen et renforcer sa visibilité dans le monde entier, notamment par l'achat de joueurs prestigieux comme le Brésilien Neymar et le Français Mbappé qui a fait la une du journal Times, et l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Afin que le sport reste un lieu de loisirs et de compétition saine et fair-play, qui ne soit pas dénaturé ni par l'argent ni par la géopolitique, je souhaiterais vous demander votre avis sur les moyens de lutte contre la dénaturation de certaines compétitions sportives. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le Président. D'abord, félicitations aux deux rapporteurs pour leur travail tout à fait objectif. Il était en effet essentiel d'étudier de cette manière la loi du 1er mars 2017, dite loi Braillard. Je veux d'ailleurs ici saluer le travail de Thierry Braillard à l'époque, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler sur la candidature de Paris 2024 lorsque j'étais en charge dans l'exécutif francilien de la candidature de Paris 2024. Et votre rapport montre très bien qu'au moment où le sport connaît une crise supplémentaire avec la crise sanitaire, montre très bien les nécessités d'orienter pour l'avenir un certain nombre de points. Je voudrais en évoquer deux. D'abord, la question des violences dans le sport. Vous posez une question, quels moyens humains et financiers pouvez-vous envisager pour mettre en œuvre notamment votre préconisation numéro 5 sur l'honorabilité des dirigeants, des bénévoles et des arbitres? Deuxième point, le piratage, qui est un sujet essentiel. Je suis très favorable notamment à votre proposition numéro 27 de votre rapport, car elle préconise la mise en place d'une ordonnance de protection contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sur le modèle du dispositif de l'article 23 du projet de loi audiovisuel adopté par notre commission lors de son examen. L'augmentation du nombre d'offres existantes facilitant le visionnage illégal de compétitions sportives, d'ailleurs de films, de séries ou de documentaires, nous rappelle que nous devons aller plus vite sur la transposition de la directive droit voisin et SMA afin de faire évoluer la lutte contre le piratage et trouver un nouvel équilibre de régulation. Le piratage, faut-il encore le rappeler, a un impact déplorable sur l'économie du sport, aussi bien professionnel qu'amateur. Merci, Monsieur Bournazel, et enfin Madame Faucillon. Merci, Monsieur le Président. Et je vais être rapide puisque de nombreuses questions et aussi vos propos liminaires ont permis de pointer le sujet de ce qui était l'article 21 de la loi Braillard et donc de la promotion et de la médiatisation du sport féminin. Je veux souligner, effectivement, on a chacun été presque timide dans nos propos, mais disons-le franchement, l'instance ne s'est pas réunie, je crois, depuis début 2019. Donc c'est un problème. Je crois que les préconisations que vous formulez sont évidemment nécessaires. Vous dites que ça va au-delà, évidemment, de cette instance, et je le crois. On peut, par exemple, pointer le fait que l'affaiblissement du service public de l'audiovisuel est un frein, à mon sens, à la médiatisation du sport féminin. Ça aurait été le cas aussi, alors je dis serait ou est un problème avec la suppression de France 4. On verra évidemment ce qu'il en est. Mais en tout cas, je crois que cette partie-là de l'audiovisuel public est un frein. Donc je voulais savoir si vous aviez aussi des préconisations en ce sens. Je vous remercie. Merci, Madame Faucillon. Messieurs. Allez. Merci à vous, mesdames et messieurs les orateurs, pour vos propos et également pour vos questions. Alors, je vais permettre de répondre donc à une question soulevée par un collègue, donc Bertrand Sor, mais également Maxime Mignot, concernant donc l'extension de garantie d'emprunt. Vous l'avez compris, elle permet en cela de donner davantage donc, de moyens aux sociétés sportives et aux clubs, de manière à participer à relever un challenge qui est énorme,
qui est déjà la rénovation des infrastructures sportives et le développement des infrastructures sportives. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif national très fort, au début de ce quinquennat, qui est donc d'augmenter la pratique du sport partout et pour tous, à des fins essentiellement de santé publique, mais aussi de développement et d'aménagement de nos territoires. On s'est aperçu au fil des auditions, déjà qu'on avait très peu de cas, très peu d'exemples concrets d'application et d'utilisation de cette disposition. Donc aujourd'hui, nous avons pu avoir un exemple d'un témoignage qu'on peut citer, Martial Bellon. Je le cite d'autant plus que ça concerne un projet à Strasbourg, donc vous comprenez pourquoi. Je ne vais pas faire l'allusion. Alors c'est imprononçable pour moi, donc peut-être que le président pourrait le prononcer, mais je pense que je vais mal le prononcer. Ilkirch Gravenstatten Basket. Voilà. Merci. Bon, tout est dit. Avec toute ma bienveillance, je ne reprendrai pas la prononciation de mon collègue Roussel. Voilà. Le débat des langues régionales. Alors, non, mais je pense c'était très parlant. Il l'a défini lui-même, c'est pour ça que je reprends son propos, c'était un parcours du combattant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces projets-là se veulent être des projets hybrides, déjà de décision et de motivation partagée, entre donc des corps qui ne sont pas forcément dans cette habitude-là de co-construction. Donc en cela, il nous a semblé assez évident que d'une part, cette mesure a du sens, mais qu'elle a besoin d'être soutenue par de l'accompagnement, qui est aussi une forme de motivation dans le sport, de manière donc à passer toutes les... Et en cela, le référent sport que nous proposons de nommer au sein de la BPI, et pourquoi la BPI? Parce que, faut juste se rappeler du libellé de ces 3 lettres, Banque publique d'investissement. Nous croyons que le sport est un facteur d'aménagement de vie, de nos territoires. C'est donc en cela, le sport doit accompagner toutes les politiques, et donc en tout cas plus largement les politiques d'investissement public. Et c'est vrai qu'on a été aussi, et cette proposition nous est venue assez naturellement avec une audition de Patrick Béguet, qui lui-même emploie largement dans sa communication donc un discours et un vocabulaire très sportif, mais qui a bien fait comprendre que la BPI aujourd'hui est un acteur et un intermédiaire localisé, visible et identifié pour pouvoir donc mettre en relation les clubs sportifs, les associations sportives également, les collectivités territoriales et les financeurs, à savoir donc eux-mêmes en tant que banque, mais aussi les partenaires privés, puisqu'ils sont eux-mêmes donc ouverts à financer énormément d'écosystèmes sur nos territoires. Et là, je pense aussi à un autre défi, c'est d'embarquer les sporttech dans ces réflexions-là. Les sporttech, pourquoi? Parce que vous le savez que c'est un défi commun que nous avons au sortir de cette crise, en tout cas que nous espérons au sortir de cette crise du Covid, c'est la création d'emplois. Et l'innovation, pour ça, est un des leviers que nous devons utiliser, et l'innovation dans le sport, et les sporttech également. Donc, cette extension de garantie, c'est de l'animation avant tout. Réanimer et accompagner. Donc, un tiers accompagnant, référent BPI Sport, et avec aussi une promotion. Voilà. On peut aller même au-delà de la promotion, et qui est véritablement, au sein des ministères, un véritable responsable déjà de la diffusion, de l'explication, de l'accompagnement de tous les dispositifs qui existent autour du sport, et en particulier donc l'extension de garantie. Je vais peut-être te laisser la parole pour répondre aux questions de nos collègues Agnès Thiel et peut-être, ou plutôt, je laisse la parole d'un tuteur avec un grand garçon. D'abord, sur la question d'Agnès Thiel, moi je suis très tranquille sur cette question-là, puisque je me suis prononcé publiquement pour que la Coupe du Monde de football n'ait pas lieu au Qatar, et je me suis prononcé aussi pour l'interdiction du rallye Dakar en Arabie Saoudite, tout simplement parce que je suis convaincu que l'organisation des grands événements sportifs internationaux aujourd'hui doit intégrer dans son cahier des charges le respect des droits humains et sociaux, et en particulier les questions des droits des travailleurs qui sont sur la construction des stades, mais aussi le minimum de dignité. Voilà. Et par rapport à cela, on progresse en ce moment sur le cahier des charges sur le plan environnemental, sur le caractère soutenable des grands événements sportifs internationaux. Il faut encore progresser sur
le respect des droits humains universels. Et bien évidemment, voilà, j'en dirai pas plus, parce que ce n'est pas l'objet du rapport plus spécifiquement. Quels moyens humains pour s'assurer du contrôle généralisé de l'honorabilité des éducateurs sportifs? Parce que là, on touche plusieurs centaines de milliers de personnes qui encadrent des jeunes sportifs dans les clubs. Alors là, c'est une vraie question qui va se reposer à nous dans les prochains mois, sachant que vous savez que les services déconcentrés de l'État vont être absorbés par les directions académiques des services de l'éducation nationale. Et ce qui était prévu jusqu'à maintenant, c'est que la priorité soit donnée aux missions jeunesse. Bon, y compris, vous le savez, il y a 100 000 services civiques qui sont annoncés dans les prochains mois supplémentaires par rapport aux 145 000 actuels. Et, mais ça reste un point d'interrogation, la mise en place du service national universel. Mais ça devait être la priorité des missions. Alors il ne faut pas qu'on perde la spécificité des missions sport, et notamment, puisque ça représente une charge de travail très importante, cette question du contrôle effectif de l'honorabilité des éducateurs sportifs. Donc il faudra dégager des moyens humains, mais aussi du temps dans leur mission pour qu'ils puissent se consacrer à cette mission, si jamais la loi le consacre. Sur le sport féminin, et pour répondre en particulier à notre collègue Michel Victory, oui, il y a une déception par rapport à la mise en place de la conférence permanente du sport féminin. Et notamment, on a eu l'occasion d'auditionner de grandes responsables sportives, que ce soit Sarah Ouramoun, ancienne boxeuse, un palmarès que vous connaissez, Brigitte Henriquez, qui est la vice-présidente de la Fédération française de football, Yannick Souvray, ancienne basketteuse, également Nathalie Sonac du CSA. Toutes nous ont dit qu'elles avaient été déçues du fonctionnement, puisque 3 réunions, effectivement, depuis la création de la conférence permanente, on ne peut pas dire que c'est une instance qui vit. Or, on a d'autres exemples qui marchent bien. L'instance nationale du supporterisme, par exemple, sous l'égide du ministère des Sports, en présence des parlementaires, dont Stéphane Testé qui est présent, ce que nous souhaitons aussi pour la conférence permanente du sport féminin, fait qu'aujourd'hui, le supporterisme, on s'est emparé des sujets, des dossiers, et il y a des groupes de travail qui sont aujourd'hui efficaces. On pourrait prendre aussi la question de la lutte contre les violences dans le sport. C'est un sujet dont le ministère des Sports s'est emparé. La ministre, mais aussi la déléguée interministérielle à la lutte contre les violences dans le sport. Donc il faut qu'on fasse la même chose pour le sport féminin. Et pour cela, ça veut dire aussi se doter d'outils qui soient aussi opérationnels, augmentation du fonds de médiatisation, la visibilité médiatique des sports féminins, on est passé de 4 à 16% en 3 ans, mais on peut faire encore mieux. Donc il faut plus de moyens. Il faut aussi qu'il y ait un fléchage des crédits consacrés au sport féminin. Notamment, nous demandons qu'il y ait un rapport dans les collectivités territoriales pour savoir ce qui est fléché sur le sport féminin d'un côté et sur le sport masculin de l'autre. Il faut qu'il y ait des droits télé, des droits marketing, des ressources financières qui soient mutualisées et qu'il y aille aussi en redistribution vers le sport professionnel féminin. Et enfin, nous avons dit qu'il y avait des accords qui avaient été passés dans les branches professionnelles, dans le hand, dans le basket, qui sont particulièrement exemplaires parce qu'elles instaurent un salaire minimum pour les sportives professionnelles, des droits sociaux, la prise en compte de la maternité, la prise en compte de la reconversion, et nous souhaiterions que ces accords-là puissent être généralisés à l'ensemble des ligues professionnelles féminines. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sport féminin, et en particulier, vous savez, depuis 2013-2014, il y a des plans de féminisation qui sont obligatoires dans les fédérations sportives. Nous souhaitons aller vers une gouvernance où il y ait beaucoup plus de femmes en responsabilité au niveau national et au niveau territorial. C'est dans la loi. On doit aller jusqu'à 40% aujourd'hui dans un certain nombre de fédérations qui comptent suffisamment de licenciés féminines. Il faut que cette loi soit véritablement appliquée et il faut que les plans de féminisation soient respectés. Et pour qu'ils soient respectés, c'est pareil, c'est la carotte et le bâton. Comme on le fait sur les questions éthiques, il faut qu'on le fasse sur le sport féminin et que l'Agence nationale du sport dise si les plans de féminisation ne sont pas respectés par les fédérations, vous aurez un malus financier. Voilà ce que nous proposons. Bien. Merci beaucoup, chers collègues. Comme nous avons encore derrière l'examen de la mission Flash de Mme Ressiguier et de Mme Colbock, je vous propose de prendre les questions de nos différents collègues, ce qui nous permettra aussi de faire une réponse... Non, pas plus court, mais... Voilà. Monsieur Testé.
Oui, merci Monsieur le Président, et merci aux deux co-rapporteurs de leurs éclaircissements suite à une question précédente sur le titre 4 qui s'intitulait promouvoir vos éclaircissements et vos réserves sur ce titre qui s'intitulait promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin. Je vais donc plutôt moi vous interroger sur l'article 9 de cette loi du 1er mars 2017 qui constituait une avancée notoire pour la lutte antidopage. En effet, l'Agence française de lutte contre le dopage voyait sa compétence élargie à la fraude et technologique et mécanique. La fraude technologique et mécanique, comme l'utilisation d'un moteur en cyclisme, pouvait ainsi être reconnue et pénalisée comme du dopage, ce qui constituait normalement une véritable avancée. Donc, quel bilan tirez-vous de cette mesure? Merci, Madame Meunier. Oui, merci. Deux questions très rapides. Vous nous avez exposé qu'il y avait une difficulté sur l'obligation déclarative de patrimoine de toute autorité pour la transparence de la vie publique. Pourquoi, à votre avis, est-ce de la réticence, de la négligence ou une procédure compliquée à mettre en place? Et ma deuxième question porte sur la lutte contre la violence. Vous avez évoqué le croisement de fichiers entre fédérations. Quelle est votre idée là-dessus? Est-ce que c'est un croisement de fichiers entre toutes les fédérations sportives, que ce soit sur des salariés professionnels, sur du bénévolat? Dans quelles conditions voyez-vous cette mise en place de croisement de fichiers qui, en soi, me paraît être une bonne idée et permettrait peut-être d'avoir plus de rapidité sur les difficultés des encadrants? Merci. Merci. M. Cormier-Bouligeon. Chers collègues, nous aurions envie de vous interroger sur bien des points de votre très riche et passionnant rapport, mais je vais me concentrer sur un point qui me paraît essentiel et sur lequel vous avez d'ailleurs travaillé. Moins médiatisé, moins structuré et moins résilient économiquement, le sport féminin a souffert plus que les autres des conséquences de la crise sanitaire. Député du Cher, je suis évidemment particulièrement attaché aux enjeux du sport féminin que développent de très nombreux clubs, tous sports confondus, dans le sillage exaltant des joueuses du Bourges Basket, parmi les meilleures d'Europe, comme vous le savez. L'occasion pour moi de saluer, vous l'avez fait, le travail considérable mené par Yannick Souvray en faveur de l'accès au sport pour les femmes. Messieurs les rapporteurs, le Bourges Basket anticipe une perte à la rentrée de près de 40% des partenariats et de près de 20% des abonnés. Aussi, je souhaite vous interroger sur vos propositions visant à assurer l'objectif inscrit dans la loi Braillard de favoriser la médiatisation du sport féminin en France afin de permettre sa consolidation financière. Et d'ailleurs, je vous remercie d'y avoir répondu par anticipation. Votre réponse était excellente, cher Régis. Merci, M. Cormier-Bouligeon. Plus facile de prononcer Bourges que Illikirch-Grafenstein. Madame Provandier. Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Un super grand merci pour votre travail fourni et éclairant. Si la loi du 1er mars 2017 ne traite pas directement de la question des violences sexuelles dans le sport, je salue le fait que vous ayez abordé ce fléau. En effet, comment parler d'éthique sportive quand nos enfants se trouvent sous l'emprise d'encadrants pédophiles? Dans votre rapport, vous mentionnez plusieurs chiffres. 40 fédérations concernées, 177 agresseurs présumés et dans 97% des cas, des victimes mineures. Je crains malheureusement que ce ne soit en dessous de la réalité. Si des championnes comme Sarah Abitbol ont réussi à mettre fin à un si long silence, l'omerta n'est probablement pas totalement brisée. C'est pourquoi je ne peux que souscrire à vos recommandations, notamment pour écouter et accompagner les victimes, mieux contrôler toutes les personnes encadrant les enfants ou encore accentuer la prévention et la pédagogie pour les adultes encadrants. J'insisterai également sur une prévention à destination des enfants et comme il me reste 2 secondes, je voudrais savoir en nos qualités de législateurs ce qu'on peut faire pour avancer rapidement sur le sujet. Je vous remercie. Madame Descamps. Alors, je vous remercie également, messieurs, pour votre travail que je tiens à saluer. J'aimerais, dans un premier temps, vous demander si, à votre sens, la réflexion sur l'éthique dans le sport ne va pas de pair avec une réflexion sur l'aide et l'encadrement à apporter aux sportifs amateurs et semi-professionnels. Par ailleurs, je me suis interrogée en vous lisant sur la pluralité des chartes éthiques. La rédaction d'une charte commune à tous les sports semble compliquée. À tout le moins, une charte pour les sports olympiques ou paralympiques serait-elle envisageable? Charte commune, donc. Merci. Madame Colbock. Merci, Président. Chers collègues, alors je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de votre travail d'évaluation.
À la lecture de votre rapport, force est de constater que sur le développement et la valorisation du sport féminin, la loi Braillard et plus spécifiquement la conférence permanente du sport féminin qu'elle institue n'a pas rempli ses objectifs. En Indre-et-Loire, dans ma circonscription, la pratique du sport féminin prend de l'ampleur. Le public s'y intéresse et les résultats sont là. Je voudrais saluer en ce sens la section féminine du club de rugby de Joué-les-Tours, pionnière en région centre en matière de rugby féminin grâce au pôle spécifique présidé par M. Sepek et Fort pour repérer et former des jeunes joueuses. Mais aussi la section féminine de football de Joué-les-Tours présidée par Éric Bédoyan qui est particulièrement active dans les quartiers. Messieurs les rapporteurs, selon vous, comment peut-on réactiver efficacement les travaux de la conférence permanente pour le sport féminin? Vous avez donné des propositions, notamment de fléchage budgétaire et un plan de féminisation, mais ne pourrait-on pas aussi prendre pour exemple et ainsi valoriser les bonnes initiatives de terrain afin de leur donner plus de visibilité? Je vous remercie. Merci, Madame Antoine. Votre micro, Madame Antoine, juste. Appuyer, ça serait effectivement mieux. Donc je voudrais revenir sur cette fraude mécanique qui consiste à procurer aux compétiteurs un avantage comparatif ou une amélioration de ses performances au moyen d'un matériel ou procédé technique dissimulé et non autorisé. La possibilité de recourir à de tels dispositifs est source de suspicion sur la sincérité des sportifs et la régularité des compétitions. Les contrôles ne sont pas systématiques par les fédérations sportives et il n'existe aucune définition légale en droit français de cette fraude mécanique. Alors, messieurs, pensez-vous qu'il faille adapter notre droit à cette nouvelle réalité et pensez-vous qu'il soit nécessaire de renforcer les obligations de contrôle par les fédérations sportives? Je vous remercie. Merci, Madame Antoine. Madame Casarian. Merci, Président, et merci à vous, messieurs les rapporteurs, pour vos travaux et la clarté de votre exposé. Vous nous expliquez dans votre rapport que la crise sanitaire provoquée par l'épidémie du Covid-19 aurait aggravé l'écart de visibilité médiatique entre le sport féminin et le sport masculin. Nous mesurons aujourd'hui l'impact de cette crise économique sur le sport en France d'une façon générale et surtout ses conséquences sur le modèle économique du sport féminin. Certains clubs de première division de football féminin sont aujourd'hui en grande difficulté. Vous avez évoqué la nécessité de renforcer les dispositifs de la conférence permanente du sport féminin, instaurée dans le cadre de la loi Braillard, avec notamment la création en son sein d'une fonction de vice-présidente pour l'animation de ces travaux et la possibilité de rendre compte devant le Parlement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les prérogatives de cette nouvelle fonction? Je vous remercie. Merci. Madame Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je souhaite vous interroger sur la corruption sportive. La loi du 1er mars 2017 a étendu le champ de l'infraction de corruption sportive créée par la loi du 1er février 2012. Néanmoins, vous observez que d'après les éléments communiqués par la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, l'infraction de corruption sportive fait l'objet d'un nombre très limité de procédures. Pensez-vous que cela provienne du fait qu'il y a peu d'infractions de cette nature, ou est-ce parce qu'il existe des freins et des difficultés à la mise en évidence de cette infraction? Je vous remercie. Merci. Madame Hérin. Merci, Président. Merci, messieurs les rapporteurs, pour le travail de fond que vous avez réalisé et la clarté de votre exposé. Ma question concerne le problème du suivi pour le sportif de haut niveau de son parcours universitaire. En effet, le sportif doit souvent faire un choix difficile, continuer ses entraînements sportifs ou poursuivre son parcours universitaire. Prévoyez-vous des propositions en ce sens dans l'acte 2 de la future loi? Et par ailleurs, l'éthique du sport fait-il l'objet d'un module de formation pour les sportifs de haut niveau? Je vous remercie. Merci. Monsieur Di Filippo. Merci, Président. Effectivement, deux questions complémentaires en ce qui me concerne à messieurs Juanico et Roussel. Vous avez parlé de l'écart de visibilité accru dû au Covid entre les sports masculins et féminins. Moi, je vous interrogerai sur l'écart de visibilité entre le sport français et les compétiteurs étrangers, notamment européens. On a beaucoup commenté cette décision de ne pas reprendre les compétitions de football dans notre pays. Ça s'est excellemment bien passé chez nombre de nos voisins. Tous les soirs, ils monopolisent les antennes sportives. On peut voir des matchs anglais, espagnols, italiens, portugais,
allemand. L'écart en termes de compétitivité va se compter en termes de centaines de millions d'euros pour le sport français, pour nos clubs, mais aussi pour l'économie française. Donc c'est la première partie de ma question. Comment maintenant essayer de résorber ce décalage ? Deuxièmement, eh bien, beaucoup de petits événements, mais qui ont des dimensions parfois internationales, sont annulés dans nos territoires. Ça devient réellement préoccupant alors qu'on permet aux gens de se rassembler à 5000 dans des tribunes ou à plusieurs dizaines de milliers dans des transports en commun. Qu'en pensez-vous ? Bien. Et M. Buix ? C'est le problème quand on a sa question sur son... Messieurs les rapporteurs, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre excellent rapport et le fait de rendre hommage à M. Braillard pour sa loi. Le premier volet de cette loi sur lequel je voudrais rapidement m'attarder concerne la préservation et la promotion de l'éthique dans le sport. Voilà à propos duquel vous consacrez le premier chapitre de votre rapport. Le constat que vous dressez sur l'état de l'éthique dans le monde sportif est encourageant à certains points de vue, comme le phénomène de manipulation ou de fraude au pari, et plus problématique à certains autres, surtout à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Je pense à l'établissement de chartes d'éthique et de déontologie dans chaque fédération et à la création de comités dédiés. Selon votre rapport, une fédération olympique n'a toujours pas créé de comité d'éthique et de déontologie. De quelle fédération s'agit-il ? Vous proposez de dépasser le pouvoir de régulation du Comité national olympique et sportif français en renforçant les pouvoirs de sanction du ministre des Sports et en prévoyant que celui-ci peut, le cas échéant, aller jusqu'à retirer la délégation de l'État à la fédération qui ne se conformerait pas à la loi. Je souscris à ces deux propositions. D'ores et déjà, connaissez-vous la position de la ministre des Sports à ce sujet ? Merci. Et Merci. Au passage, je tenais à féliciter M. Régis Juanico et M. Cédric Roussel, qui sont nos imminents représentants pour le sport de ballon rond et de ballon ovale. Bien. Ça sent quand même l'été. Messieurs. Alors attendez, j'ai plus de... Allez-y, Monsieur Buix, votre micro, rendez-le s'il vous plaît. Et très enthousiaste, Monsieur Buix. Alors, oui, juste pour rebondir, donc le 15 parlementaires, le 11 parlementaires sont des équipes nationales mixtes. Donc voilà, donc c'est là les paroles et les parlementaires pour le coup ont agi. Alors moi je vais revenir sur des questions de la première salve, notamment question de Sophie Miette et également pour Non, mais vous avez raison. Non, mais Sophie Mette... C'est malheureusement dans la boîte, chers amis. Sophie Mette et Pierre-Yves Bournazel. Voilà, donc déjà, j'ai passé la première année. Concernant le piratage sportif, donc il est très clair que... on a eu l'occasion d'ailleurs de travailler sur le texte PJL audiovisuel ensemble, Sophie, que nous proposons, et c'est bien écrit dans le rapport, d'aller plus loin que les seuls accords, enfin en tout cas les seuls, je dirais, accords qui puissent exister entre opérateurs, FAI et ayant droit. Et comment ? Déjà en proposant donc la transposition de la directive du 17 avril 2019 et d'instaurer une ordonnance donc, de protection dynamique sur la base justement de l'article 23 du projet de loi audiovisuel. Dynamique, pourquoi ? Parce que il faut juste rappeler qu'on parle de retransmission en direct de rencontres sportives, et on sait très bien qu'au gré des minutes, la valorisation de ce spectacle, puisque on considère tous ici qu'il s'agit bien d'un spectacle vivant, et se détériore pour arriver à une valeur donc proche de zéro
au coup de sifflet final. Donc c'est en ça où il faut vraiment qu'il y ait une lutte qui soit concrète et efficace contre ce qu'on appelle les sites miroirs, qui ont tendance donc à se reproduire très très vite, et qui puissent permettre aux juges et également à la future ARCOM, qui sera donc l'organe qui permettra donc cette fluidité et cette coopération entre tous les acteurs concernés justement contre la lutte du piratage illégal donc sportif, de pouvoir donc être effective. Et en ça, donc, cette ordonnance dynamique, on insiste lourdement sur son application et sa concrétisation dans la loi. Pourquoi j'ai ça? Parce que ça répondra aussi à la question de Madame Descamps sur cette solidarité financière entre le monde amateur et le monde professionnel. C'est un modèle unique, c'est une marque de fabrique, et c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre pays, à savoir donc cette solidarité financière, je dis bien, entre le monde professionnel et le monde amateur, qui se traduit d'ailleurs par ce principe des taxes affectées, notamment taxes sur justement donc dites Buffet, Marie-Georges Buffet, sur les droits de retransmission donc TV. Donc pour pouvoir conserver, je dirais, tous les moyens et accroître donc les moyens fléchés vers le sport amateur, il nous faut consolider donc le modèle économique, sachant que les droits TV, surtout dans le foot qui est très télédépendant, ce modèle économique donc, est mis pour part à mal et peut être mis pour part à mal par le streaming illégal sportif. Donc c'est essentiel de conforter ce modèle économique par cette protection contre le streaming donc, illégal. C'est d'autant plus essentiel, ce qui n'empêche pas, et ça, je crois qu'on a eu l'occasion de pouvoir le dire, notamment à l'occasion d'un autre texte PJL audiovisuel, ce qui n'empêche pas les diffuseurs, ce qui n'empêche pas les ayants droit également d'avoir donc, je dirais, une réflexion sur la rationalisation de leur offre, hein, puisque cet effet a été, je dirais, très, très présent ces derniers mois également par le biais d'abonnements multiples et parfois sur lequel donc le téléspectateur lui-même donc ne se retrouvait pas trop. Donc ça, c'était le point sur le piratage donc, et la lutte contre le piratage audiovisuel. Peut-être enchaîner sur notre... Ah oui, c'est mieux. Bon, d'abord, moi, je voudrais dire que les rapports d'évaluation des lois, 3 ans après leur entrée en vigueur, c'est très, très, je trouve, instructif. On a auditionné près de 80 acteurs du monde sportif sur la loi du 1er mars 2017, et nous avons aussi auditionné Thierry Braillard. Et Thierry Braillard a été le premier à dire, bah c'est normal, une loi, quand elle est appliquée, il y a toujours la bouteille à moitié pleine et la bouteille à moitié vide. Bon, selon, bien sûr que nous, on a mis l'accent sur ce qui reste encore à accomplir, mais Thierry Braillard a été le premier à dire, il faut un acte 2, il faut prolonger, il faut renforcer les obligations qui étaient contenues dans cette loi, puisqu'on sait très bien qu'une loi, si on veut qu'elle soit appliquée, il faut qu'il y ait des décrets derrière, il faut que l'administration enchaîne, embraye, et que parfois, effectivement, on voit qu'il y a des difficultés. Par exemple, il y avait ce rapport au Parlement qui avait été demandé sur la fraude technologique et la fraude mécanique au gouvernement, qu'elle remette au Parlement, et ce rapport n'a jamais été produit, par exemple. Ce qui n'empêche pas, aujourd'hui, les fédérations sportives les plus concernées, on pense à la fédération de cyclisme, puisque nous avons auditionné son président, de mettre en place des systèmes de contrôle quand même assez poussés sur les courses professionnelles, mais aussi de façon aléatoire sur les courses amateurs. Voilà. Donc il y a des actions qui sont menées aujourd'hui, en particulier sur les questions de fraude mécanique, par exemple quand on met un moteur sur un vélo pour aller plus vite. Vous voyez ce que je veux dire. C'est fait aussi sur le circuit international au niveau de l'UCI. Mais c'est un point sur lequel il faut continuer à produire un certain nombre de réflexions et de dispositifs pour qu'on puisse lutter efficacement contre la manipulation de ces compétitions sportives. Sur la question des croisements de fichiers et sur l'honorabilité, effectivement, ce qui a marché et ce qui marche bien aujourd'hui pour les paris sportifs, c'est-à-dire le croisement des fichiers entre les licenciés d'une fédération et ceux qui parient sur des matchs en ligne ou bien en point de vente physique, fait qu'aujourd'hui, nous avons un bon système pour détecter
ceux qui voudraient s'affranchir de la règle d'interdiction de parier sur les compétitions sportives qui relèvent de leur discipline sportive. Donc ce qu'on propose, c'est de faire pareil pour l'honorabilité. Et effectivement, ce croisement de fichiers, quand il sera possible, alors bien évidemment sous le contrôle de la CNIL et des autorités qui regardent ça très précisément, de façon à ce qu'on puisse croiser les fichiers entre tous les encadrants bénévoles, effectivement, puisque les professionnels sont déjà aujourd'hui soumis à ce contrôle, et effectivement les antécédents judiciaires, de manière à pouvoir détecter tous les prédateurs qui, aujourd'hui, on le sait, élaborent des stratégies extrêmement élaborées, notamment en allant de club en club, pour pouvoir continuer à encadrer et à continuer à sévir, malheureusement. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience politique très forte ces derniers mois. Il faut qu'on puisse l'accompagner de moyens humains et de dispositifs à la hauteur. À ce propos, je voulais simplement dire que les associations de sensibilisation et d'accompagnement font un travail remarquable. Alors malheureusement, elles sont en petit nombre. Vous connaissez tous Colosse au pied d'argile, Sébastien Bouel, mais aussi l'association Éthique et Sport de Véronique Lebar. Elles accompagnent aujourd'hui des fédérations, progressivement. Elles vont faire des actions de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes sportifs dans les CREPS, dans le réseau de l'INSEP. Donc ça, on commence à toucher effectivement tous les jeunes sportifs. Et aujourd'hui, les bonnes pratiques sont en train de se diffuser. Mais on ne pourra pas s'appuyer uniquement sur quelques associations pour effectivement mener ces missions d'intérêt général par rapport à la lutte contre les violences sexuelles, notamment dans le sport. Et donc, il va falloir effectivement que là, l'État puisse s'entourer effectivement de compétences associatives beaucoup plus importantes. Et puis pour finir, sur la question de la solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur, il y a une question très importante qui est celle de la gestion et de l'exploitation des enceintes sportives. Si on veut générer des ressources financières supplémentaires au-delà des droits télé pour les clubs professionnels, il faut qu'ils puissent avoir soit la propriété. Il n'y a que 3 clubs aujourd'hui professionnels au football qui ont leur propriété de stade, donc c'est très peu, dont Lyon. Mais 90%, 95% des équipements sportifs sur notre territoire, ce sont les collectivités territoriales qui sont propriétaires. Donc il faut les aider. Les crédits de l'ANS, c'est 45 millions d'euros seulement pour les équipements sportifs, donc c'est très peu. Les conférences de financeurs, on voit pour l'instant, c'est difficile à mettre en place. Il y a la DETR, il y a la DECIL, que vous connaissez bien sur vos territoires, il faut qu'ils soient fléchés sur les équipements sportifs. Il y a l'ANRU qui pourrait faire plus. Nous, on propose que la BPI puisse aussi mettre un certain nombre de financements à disposition des collectivités. Et puis il y a cette garantie d'emprunt. Et on le voit dans l'exemple strasbourgeois, sur un équipement qui devait coûter 50 millions d'euros aux finances publiques, au total, grâce à la garantie d'emprunt et l'intervention d'un pool bancaire, il n'y a eu que 17 millions d'euros, entre guillemets, que seulement 17 millions d'euros de finances publiques qui ont été mobilisés sur une opération comme le Rhenus, qui est un très beau stade, qui est une très belle enceinte sportive. Voilà. Et on a d'autres exemples, à Bourg-en-Bresse sur les centres de formation, par exemple, qui ont donné complètement satisfaction. Donc oui, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus d'investissements dans ce pays, comme on l'a fait dans la culture, dans le sport et dans les équipements sportifs, parce qu'avoir des équipements sportifs, c'est non seulement avoir des clubs résidents et pros qui peuvent ensuite redistribuer au sport amateur en générant des ressources, mais c'est aussi permettre aux pratiquants, aux licenciés dans nos clubs amateurs, de pouvoir avoir beaucoup plus accès aussi à la pratique sportive. Alors, pour compléter et reprendre plusieurs questions de nos collègues Cormier-Bouligeon, notamment, mais également Fabienne Colbock et Bertrand Bouygues sur le sport féminin et l'éthique. Il est très clair qu'aujourd'hui, lorsque je parle et lorsqu'on parle de sport d'après, je mets beaucoup d'espoir, d'espérance dans la modélisation du sport féminin, parce qu'il faut vraiment donc parler de la création d'un nouveau modèle économique comme donc un fer de lance de cette réflexion du sport d'après dans les clubs professionnels actuels et particulièrement les clubs masculins. Donc, il y a la chance du sport féminin, puisque j'aime bien voir le verre, alors pas la bouteille, mais le verre à moitié plein. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, je mets beaucoup, je dirais, de confiance dans le sport féminin pour créer ce modèle-là et pour qu'il soit justement un exemple pour le sport d'après. Et un exemple, notamment avec l'audition de Béatrice Barbus, secrétaire générale de la Fédération française de handball. Il y a déjà cette idée d'éviter de passer et arrêter de passer d'un sport
je dirais, de discipline en compétition entre elles, mais plutôt de discipline dans un esprit de coopération et de mutualisation. Et elle nous a évoqué notamment cette réflexion collective entre plusieurs disciplines donc sportives, que ce soit le hand, le basketball, le volleyball, pour chasser en meute et notamment aller rechercher des financements de marketing et de sponsoring en commun. On est vraiment dans une autre réflexion, qui est une réflexion donc collégiale et qui ne fait que faire rayonner davantage le sport, mais dans toutes ses diversités et dans toutes ses disciplines, mais également qui effectivement est dans ce duo gagnant aussi, où ça permet donc aux entreprises d'être encore plus visibles, j'ai envie de dire, mais de pouvoir donc rayonner elles-mêmes sur beaucoup plus de disciplines et de donner encore plus donc d'envie à des jeunes athlètes féminines de pouvoir embrasser une carrière professionnelle. La chose aussi sur laquelle il faut insister, et j'en parle d'autant plus aisément qu'il s'agit ici d'une évaluation de la loi Braillard, c'est le pacte de performance qui a été initié par le secrétaire d'État, M. Braillard. On s'est aperçu au fil des auditions, notamment l'audition avec Mme Péchalat, donc Nathalie Péchalat, de la Fédération française des sports de glace. Voilà, une des deux présidentes, donc nommée, et on tient ici à reconnaître, je veux dire, à l'encourager encore plus parce qu'elle a été nommée en pleine période Covid et dans les circonstances que vous connaissez. Donc on voit toute cette détermination à justement parler déjà de pouvoir d'achat, de pouvoir vivre sa passion sportive mais aussi professionnelle, avec donc cette recherche permanente de fonds et surtout d'une équité encore plus dans le sport féminin, équité donc de rémunération pour toutes ces athlètes féminines. Et notamment, donc, on a bien vu qu'il fallait ici insister encore plus sur la promotion et la diffusion de dispositifs qui existent déjà, mais qui sont pour part pas suffisamment sponsorisés, pas suffisamment connus. Et le pacte de performance qui met justement en lien des jeunes athlètes sportifs de haut niveau avec des entreprises, avec des administrations, qui puissent leur permettre comme ça d'avoir une visibilité sur leur carrière et surtout sur leur reconversion. Il n'y a rien de tel pour un sportif. Ça cultive, j'ai envie de dire, cette culture du détachement qui est importante quand on fait du sport, et d'être aussi, à un moment donné, sortir du cadre, dans un autre donc, environnement qui permet justement de pousser encore plus cette idée aussi, qui est une idée forte et qui doit être une idée d'avenir, c'est le double projet. Voilà. Le double projet qui doit permettre d'apporter encore plus d'éthique et de valeur donc dans les différentes disciplines. Et je voudrais juste terminer sur la question de M. Di Filippo. Alors, attrait à est-ce qu'on aurait dû arrêter, pas arrêter, etc. Bon, j'ai l'impression qu'on va faire un débat à la Sakamano, hommage à lui, à savoir on va refaire le match. Bon, on ne va pas refaire le match, parce que déjà le match, il n'est pas partout le même. Pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir fait une étude comparative avec ce qui s'est passé, puisque ça a été fait par M. Di Filippo justement, qui a pris en exemple donc d'autres championnats, notamment le championnat en Allemagne, il faut juste savoir que les mesures qui ont été prises ont été des mesures déjà. Il faut sauver le navire France, il faut sauver le navire Sport France, puisque le sport fait partie intégrante donc, de l'activité économique et de l'emploi dans notre pays. Donc déjà, il faut remettre dans le contexte le chômage partiel qui a été adapté donc, au monde du sport. Donc là, c'est une véritable aide économique et qui défend autant les emplois que, je dirais, les valeurs du sport en lui-même. N'oublions pas cette solidarité entre le sport professionnel, cette solidarité financière et le sport amateur dont on parlait juste avant. Également donc, des mesures de soutien financier avec donc, le recours au PGE. Mais pourquoi est-ce que cette décision-là de reprise du championnat, elle a été prise en considération d'une chose qu'on voulait absolument donc, sauvegarder, c'est le navire en lui-même, et que ce navire il puisse naviguer le plus longtemps possible. Et vous le savez très bien, il y a le foot et les autres donc, sports. Le foot est télédépendant. Beaucoup d'autres disciplines en France n'intègrent pas à la même hauteur, dans les mêmes proportions, les droits TV dans leur modélisation économique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, reprendre un championnat pour un club de rugby, pour un club de handball, pour un club de basketball, doit se faire avec du public. Donc en cela, je dirais, les accompagner dans ce temps suspendu
Je crois que ça, c'est une particularité également française. Et pour répondre à sa dernière question concernant la jauge partielle, je crois que ça a été répondu d'ailleurs par la ministre, où il faut revenir à des choses qui sont très concrètes, qui correspondent au terrain. Il est très clair que tous les stades ne sont pas faits de la même manière, donc les règles de distanciation doivent s'adapter en fonction, en tout cas c'est mon avis personnel, en fonction donc de la topographie du stade et des possibilités de respecter donc les conditions sanitaires. Il est très clair que le football doit être l'exemple, puisque c'est le sport le plus médiatisé. Donc en cela, pour le football, il doit avoir un respect strict des conditions sanitaires, mais qui doit aussi répondre non pas forcément à une jauge et un seuil, et on connaît ici, pour avoir discuté sur d'autres sujets, des effets seuil, mais surtout une réalité de terrain, c'est-à-dire de configuration des stades. Voilà. En tout cas, on voulait peut-être, c'est le mot de la fin ou pas, Monsieur le Président? Non, je vais faire voter sur votre rapport. Vous avez raison, vous avez raison, c'est mieux. J'ai demandé l'accord des commissaires pour la publication du rapport d'évaluation. Il n'y a pas d'opposition. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Et juste remercier au nom de Régis Juanico déjà nos collaborateurs respectifs. Il y en a un qui tient et qui est venu donc en serrant en dedans parce qu'il est malade, Jules Plat, et bien sûr également donc l'administrateur, Monsieur John Avi, avec lequel donc ça a été une véritable triplette. Voilà. Et on a fait les prolongations. Bien. Monsieur Cordier. Bien, Mme Ressiguet, Mme Colbox, je vous invite à me rejoindre, à prendre place. Je vais